Dans l'actualité des idées aujourd'hui, déclinisme, complotisme, bullshitisme, tiens, des nouvelles croyances pour une histoire en perte de sens. On en parle avec notre invité, l'historien Johan Chapoutot. Il est professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne et il est l'auteur ce mois-ci du ou de Le Grand Récit, introduction à l'histoire de notre temps aux presses universitaires de France. Partisan d'une histoire qui s'attache aux faits mais aussi aux univers mentaux, aux bonnes ou mauvaises raisons avancées pour faire et défaire, il s'intéresse ici au langage dans sa dimension culturelle et temporelle. Il s'intéresse à ces récits du temps qui donnent sens à nos vies aujourd'hui. Quels sont-ils, ces nouveaux ismes contemporains, mais aussi d'où viennent-ils? Les nouvelles fictions, on en parle avec vous. Bonjour Johan Chapoutot. Bonjour. Est-ce qu'on a tous besoin de récits, hein? Ça, c'est ce que vous nous rappelez. On est un animal social, mais aussi un animal de fiction. On a besoin d'être nourri par ces récits pour savoir où nous emmène cette vie. On a besoin de sens face à notre finitude. Oui, alors ça, c'est une constante que les anthropologues et les psychologues montrent très bien, les littéraires aussi. Il suffit de voir le drame que constitue, par exemple, une maladie d'Alzheimer, par exemple, une maladie neurodégénérative. Lorsqu'il n'y a plus de mémoire dans un individu, lorsqu'il n'y a plus de récit qui l'habite, eh bien, cet individu disparaît peu à peu à lui-même et à ses proches. Et donc, cette expérience limite, si vous voulez, de l'Alzheimer, par exemple, nous montre bien à quel point le logos, ce que les Grecs appelaient le logos et qui a donné la logique, mais aussi le logiciel, eh bien tout cela est important, structurant, nous fait être et nous fait être au monde. Donc les histoires font partie, les récits font partie de notre logiciel essentiel. Oui, c'est l'écrivaine Nancy Houston qui parle très joliment d'animal fabulateur. Nous sommes l'espèce fabulatrice. Qu'est-ce qui distingue un récit d'une fable, d'une histoire ? Alors, récit, c'est un terme très générique qui rassemble toutes ces différentes significations. Alors, généralement, on oppose l'histoire, qui est le discours vrai sur le réel, à la fiction, qui serait un discours inventé. Mais ce qui est intéressant, et je le discute dans le livre, mais ça, les littéraires le savent bien depuis Aristote, c'est qu'il y a un régime de vérité de la littérature. Aristote le dit très bien, dans la Poétique, livre 9, la tragédie, quand il met en scène Phèdre, est sans doute beaucoup plus véridique parce que existentielle et fondamentale que telle ou telle anecdote sur Alcibiade. Alors, on a parlé éventuellement de où vous évoquez cette différence entre fiction et réalité. Il y a la question de la morale aussi, qui peut intervenir sur ces différents régimes d'affabulation ou de fabulation. Le monde n'existe pas. Voilà, ça c'est une première certitude ou incertitude qui nous guide et entraîne ce besoin de sens. Si le monde n'existe pas, il faut quand même trouver une manière de se rassurer, non, Johan Chapoutot? Oui, alors il y a beaucoup de raisons de trouver des manières de se rassurer. Effectivement, le doute sur l'existence du monde, alors ça c'est une question philosophique fondamentale depuis bien longtemps, depuis Platon au moins, mais aussi réactualisée par la littérature. C'est pour ça que je cite Calderon, je cite Corneille, l'illusion comique, et jusqu'aux romans contemporains. Dont avec Fabrice Imbert, notamment. Absolument. Ouais. Et puis les autres raisons de se rassurer, de chercher des raisons d'exister, eh bien c'est tout simplement notre finitude. Nous sommes, les philosophes là aussi le disent très bien, nous sommes la seule espèce qui meurt. Alors ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas tant que ça. Un animal, certes, meurt biologiquement, mais il n'en a pas conscience. Nous en avons pleinement conscience, ce qui donne la littérature, la métaphysique, des génocidaires, cette émission de radio, l'alcool, etc., etc. La poésie aussi. Le Grand Récit, on va revenir sur le titre de ce livre, Introduction à l'histoire de notre temps. On a l'impression que vous posez cette question déjà au présent. C'est pas simplement parce que ce livre a été écrit à la demande de votre éditeur pour les 100 ans de la Maison, Presse universitaire de France. C'est une introduction à l'histoire de notre temps, c'est-à-dire de notre temps présent. Oui. Alors notre temps, en l'occurrence le XXe siècle, qui m'est un petit peu plus familier que celui d'avant et celui d'après. Ce XXe siècle qui a vu deux phénomènes majeurs dont je parle dans le livre. D'une part, la mort de Dieu à peu près définitive en Occident. En Occident, avec sous le coup du scientisme, de la remise en cause fondamentale, de l'enchantement du monde ou du monde magique. On ne peut plus penser la présence magique comme on la vivait, comme on la pensait avant les grandes révolutions scientifiques des XVIIe, XIXe siècle. Et deuxième coup de boutoir qui a décellé Dieu de son socle, ce sont les grandes
traumatismes du XXe siècle, à commencer d'abord par la Grande Guerre, cette très grande guerre qui a été une rupture anthropologique majeure. Et pour faire face à ce vide, à cette absence de la présence, P majuscule, eh bien, il y a eu des propositions de religions séculières, je reprends ce terme à Raymond Aron, ces religions séculières que sont le fascisme, le nazisme, le stalinisme, mais aussi les différentes versions de libéralisme ou d'autres ismes contemporains pour donner sens à l'histoire, puisque le sens qui était prescrit auparavant, celui de la présence de Dieu, celui de la providence, etc., n'était plus audible. Il y a un recul des religions. Pour autant, a-t-on cessé de croire, C'est une pratique et une croyance, la religion. Et un dernier sondage montre notamment que pour la première fois de l'histoire, une majorité des Français ne croient plus en Dieu. Si on ne croit plus en Dieu, est-ce qu'on a cessé de croire pour autant, Yohan Chapoutot? Non, alors le besoin de discours, le besoin de récit, le besoin d'insertion dans le monde est toujours présent. Et le besoin de sens, qu'on appelle la quête de sens, qui est devenu un travail de psy ou de coach, mais qui était autrefois l'interrogation fondamentale des théologiens et des philosophes, ce besoin de sens existe toujours. C'est pour cela que, je pense notamment au livre de Gérald Bronner, La démocratie des crédules. Nous sommes tous crédules, nous sommes tous en appel de croyance, c'est-à-dire en appel de repères, de situations dans le monde, à la fois géographique, mais aussi temporelle, entre la vie et la mort, et en appel de structuration mentale, d'univers mental, tout simplement bien structuré. Je lisais l'autre jour la chronique de Chantal Delsol à propos de cette étude, le cap des 50% de non-croyants. Alors, autre philosophe jugée plutôt conservatrice. Oui, oui, et qui est croyante et qui a des choses intéressantes à dire sur la religion et le religieux, et elle-même donc constatait effectivement factuellement qu'on ne croit plus aux religions révélées comme on y croyait auparavant en Occident, mais de fait, d'autres phénomènes de croyance se développent parce qu'il y a appel de croyance. Et parmi ces phénomènes de croyance, on en connaît toute une palanquée, dont le complotisme, par exemple. Oui, c'est aussi Jean-François Colosimo qui était revenu sur ces questions-là, de se dire que les religions d'aujourd'hui, ou en tout cas celles du XXIe siècle, sont des religions politiques. Et là, on rejoint Raymond Aron que vous évoquez sur cette question de la croyance, Yohan Chapoutot. Alors, on n'a pas cessé de croire pour autant, et d'où tous ces grands récits qui ont émergé au XXe siècle et qui ont eu longue vie. Mais Camille Riquier, autre philosophe d'aujourd'hui, nous dit que nous ne savons plus croire. Pourquoi on ne sait plus croire? Quand est-ce qu'on a perdu cette capacité-là? Moi, j'ai trouvé le livre de Camille Riquier formidable parce que c'est le pendant à la grande étude de Lucien Febvre, donc moderniste, un des fondateurs de l'École des Annales, qui a consacré en 1942 un livre à la religion de Rabelais. Parce que on disait dans les histoires littéraires de l'époque que Rabelais était athée. Or, Lucien Febvre montre de manière très précise que Rabelais ne peut pas ne pas croire parce qu'il n'a pas l'outillage mental, il n'a pas les outils techniques ni, on va dire, logiques pour penser à un monde qui ne soit pas magique, pour penser à un monde purement, on va dire, physico-mathématique, galiléo-cartésien, si vous voulez, où Dieu serait absent. Eh bien, réciproquement, peut-être, et c'est le sens de l'essai de Camille Riquier, peut-être qu'aujourd'hui, nous ne savons plus croire, nous ne pouvons plus croire, puisque nous sommes trop informés par une vision, on va dire, désenchantée, technico-matérialiste du monde, qui exclut radicalement l'enchantement, la magie de la présence P majuscule. Voilà, c'est Alain, philosophe que vous citez également, l'immense absence partout présent dans ce monde si cartésien, si matérialiste. Il est compliqué de pouvoir ressentir ce que serait cette présence. Alors vous faites le lien aussi entre le catholicisme, le christianisme et le providentialisme. Cette providence dont Primo Levi disait dans Si c'est un homme, et vous le citez, je pense que le seul fait qu'Auschwitz ait existé devrait interdire à quiconque de nos jours de prononcer le mot providence, c'est-à-dire cette providence divine, elle a longtemps donné sens à beaucoup de réalités historiques, notamment. Aujourd'hui, elle n'en donne plus. C'est la philosophie chrétienne de l'histoire classique, depuis Saint-Augustin, en gros, jusqu'au XXe siècle, enfin jusqu'au XIXe plutôt, illustrée par des noms comme Bossuet, au XVIIe siècle, l'idée d'un Dieu maître et seigneur de l'histoire, qui, au moins par défaut, gouverne le monde, au moins parfois de manière négative, mais nous ne pouvons pas comprendre son intelligence infinie avec nos intelligences finies. Donc quand il y a malheur, nous nous en remettons à la foi. Alors ça, sous les coups de boutoir, si vous voulez, des traumatismes du XXe siècle, ce n'est plus possible, ce n'est plus tenable. Non seulement chez les catholiques qui ont abandonné l'idée même de philosophie de l'histoire,
et qui se sont réfugiés philosophiquement dans d'autres approches, notamment je pense à la phénoménologie chez Jean-Luc Marion, mais également chez les Juifs, où là ça a été beaucoup plus difficile de penser un Dieu qui soit un Dieu faible. Hein, c'est Hans Jonas, le concept de Dieu après Auschwitz. Comment penser un Dieu qui soit faiblesse? C'est très difficile dans le contexte juif, c'est beaucoup plus facile dans le contexte catholique et chrétien en général, puisqu'il y a eu l'incarnation, il y a eu la passion, il y a eu la crucifixion, et donc il y a eu faiblesse de Dieu. Et ça a demandé véritablement une révolution conceptuelle dans la théologie chrétienne d'une part, mais surtout juive, pour penser à un Dieu impuissant. Alors l'Église, matrice de sens pendant presque 2000 ans en Occident, et aujourd'hui de la matrice hologicielle, vous rappeliez en ouverture de cette discussion, Johann Chapoutot, notre besoin de récits, d'histoires, de fables aussi. Mais qu'est-ce qui fait le grand récit? On va écouter Jean-Claude Milner autour de la Révolution française. Grand récit? La Révolution française au singulier, avec ce nom, la Révolution française, n'a pas plus d'existence que la comédie humaine. Puisqu'après tout, qui est-ce qui lit la comédie humaine? On lit des romans de Balzac, mais on ne dit pas « aujourd'hui, je vais fermer la porte et je vais lire la comédie humaine ». Parce qu'en fait, il y a quelque chose de vrai à dire que la comédie humaine, dont le titre est venu, il faut le dire, après coup, en référence à la Divine Comédie de Dante, la comédie humaine existe fondamentalement par les divers romans et récits qui la composent. Mais il n'y a pas la comédie humaine au singulier. Alors, est-ce qu'il y a la Révolution française? Comment on réécrit l'histoire aussi, les grands récits? Comment ils se construisent aussi a posteriori? Oui, il y a quand même la Révolution française dans la mesure où, pour reprendre Clémenceau, la Révolution française est un bloc, c'est quelque chose qui a existé et qui a informé, au sens de donner forme, qui a informé notre monde contemporain. La Révolution française, c'est une manière singulière, tout à fait nouvelle, de concevoir le sujet humain, de concevoir le groupe humain non plus comme communauté héritée de Dieu ou de la biologie ou de je ne sais quoi, mais comme société des égaux qui, par contrat, fût-il tacite, se rassemblent pour exister en commun, et ça donne des régimes politiques un petit peu partout dans le monde, puisque, nous le savons, la Révolution française s'est diffusée à l'Europe et au monde par ses valeurs. Donc là, la comparaison entre Révolution française et comédie humaine est un petit peu oiseuse, je ne vois pas vraiment le propos là. Bon, et alors vous, si vous voulez remettre du sens et de la clarté dans tout ça, qu'est-ce qui fait que le récit est grand? Qu'est-ce que vous appelez, vous, un grand récit? Vous citez beaucoup Jean-François Lyotard aussi. Quel est, vous, ce qui donne de la grandeur à un récit, selon vous? D'une part, c'est sa diffusion de masse, on va dire, sa diffusion dans la société, son appropriation par le plus grand nombre possible. Et d'autre part, alors ça c'est du point de vue quantitatif si vous voulez, et du point de vue qualitatif, c'est son effectivité dans la donation de sens, dans le fait que, de fait, il vous situe dans le monde, il vous donne une place dans le monde et il vous confère une direction. Voilà, une signification et une direction. Donc les deux significations du sens si vous voulez. Et parmi ces grands récits, ou ces mégas, et qui sont à la fois des mégas et des méta-récits au XXe siècle, le providentialisme s'étant étiolé et s'étant épuisé, eh bien, il y a eu développement de nouveaux grands récits, c'est-à-dire de nouvelles conceptions à la fois de l'homme, mais aussi du groupe humain, qui ont prospéré au XXe siècle, qui ont entraîné des crimes assez conséquents, et qui sont venus répondre à des attentes de sens, à des appels de sens des contemporains. Voilà, et ce sont justement à ces doctrines, ces religions séculières, comme disait Raymond Aron dès 1944, que vous vous intéressez dans ce livre, ces grands récits collectifs qui rattachent les individus à l'histoire, ces visions du monde, à commencer par les idéologies qui ont marqué le siècle dernier, les nationalismes, le communisme, les fascismes. Si on en revient justement au fascisme, Italie, Allemagne, pourquoi ces régimes ont cherché à un moment à créer un lien avec l'Antiquité? Je vous propose qu'on retourne peut-être en son avec un extrait d'un journal de février 1938 d'un défilé à Rome. Réunis devant les ruines de la Rome antique, 10 000 membres de la milice fasciste célèbrent le 15e anniversaire de la fondation de leur légion. Puis ils défilent au nouveau pas de parade, dit le pas romain.
antique, pas romain, Johann Chapoutot. Pourquoi cette récupération des symboles? C'est vrai qu'elle a de quoi surprendre parce qu'en plein cœur du XXe siècle, dans une Europe industrialisée, alphabétisée, scientifique, vous avez deux régimes, le régime nazi et puis le régime fasciste, qui prétendent revenir à l'Antiquité. Alors dans le cas fasciste, c'est beaucoup plus connu, puisque de fait, il y a une espèce de continuité territoriale revendiquée entre la Rome antique et l'Italie fasciste contemporaine, mais lorsqu'on voit les projets politiques des fascistes, les projets géopolitiques même, il s'agit, dit Mussolini et disent-ils, de recréer l'Empire romain. La mer Méditerranée redevient Mare Nostrum, et on parle d'imperium, et c'est pour ça que l'on va en Éthiopie, que l'on va en Albanie, qu'on essaie de s'étendre dans les Balkans pour recréer l'Empire romain. Et ça, c'est très surprenant, comme il est surprenant d'assister à des scènes comme cela, ou de voir un Mussolini assistant à une parade à côté d'une statue de Trajan sur fond de ruines antiques. Et d'ailleurs, c'est le régime fasciste qui avait considérablement excavé le centre de Rome pour dégager les différents forums romains et les mettre en valeur. Alors pourquoi? Tout simplement pour redorer un blason identitaire, si vous voulez, pour reforger une identité qui avait été mise à mal par une guerre qui avait abouti à ce qu'on appelle une victoire mutilée en Italie après 1919, les Italiens estimant qu'ils n'avaient pas obtenu ce qu'ils voulaient à la hauteur des sacrifices consentis, des 700 000 morts consentis par la nation italienne. Donc il y avait une forme de réel complexe d'infériorité historique qui ne pouvait être soigné que par la référence à la gloire de la Rome antique, et c'est peu ou prou la même chose d'ailleurs chez les nazis. Vous racontez comment ces deux grandes guerres du XXIe siècle ont aussi entamé notre besoin de récit, ou en tout cas notre capacité à y croire. Et ça a été le cas sur le récit républicain ou par rapport au grand roman national, comme on disait. Oui. Et oui, pour cela, j'ai pris comme guide, c'est toujours très très précieux comme guide, les écrivains, parce que ce sont des gens qui perçoivent et qui expriment. Qui perçoivent beaucoup et qui expriment bien des choses qui sont là, à l'état latent dans la société. Et en l'occurrence, ici, c'est Gabriel Chevalier. Gabriel Chevalier, il est connu pour Clochemerle, 1934, qui est devenu d'ailleurs une expression consacrée, mais c'est aussi un homme qui a publié en 1930 ce qui est sans doute le meilleur roman d'anciens combattants, qui s'appelle La Peur. Et le lien entre Clochemerle, qui est une sorte de pochade rabelaisienne, très drôle, drôlatique, et La Peur, qui n'est pas du tout ça, est manifeste, puisque dans Clochemerle, il met en scène la vie politique d'un village radical socialiste du Beaujolais, donc la France profonde, éternelle, du vignoble, etc. Et il met en scène le caractère absolument dérisoire des discours et des combats politiques contemporains, puisque la grande épopée qui habite et qui bouleverse le bourg de Clochemerle, c'est l'installation par le maire radical socialiste d'une pissotière proche de l'église pour emmerder les curés. Et donc, à partir de là, il montre bien le caractère parfaitement dérisoire et anecdotique de ces grands discours républicains sur le progrès, P majuscule, la République, R majuscule, quand on revient des tranchées soi-même et que, en tant qu'ancien combattant, on ne peut plus croire à aucun discours. Voilà, immense duperie, tromperie aussi au cœur de ces récits. Est-ce que ça a du coup entamé leur pouvoir presque de transcendance à ces grands récits? Alors, cette partie de l'histoire, ces deux guerres. Alors dans le cas de la France républicaine, peut-être que effectivement l'entre-deux-guerres est un bon laboratoire d'observation, puisque de fait, il y a une forme de décharge sacrale et d'affaiblissement de cette sacralité des grands principes à majuscule au cours des années 20 et des années 30, qui peut, en grande partie, expliquer l'affaissement de 1940 et le passage à l'anti-république, l'exact inverse de la République, qui a été le régime de Vichy. De manière générale, ce XXe siècle des crimes, des massacres commis au nom des valeurs les plus nobles et les plus sublimes a sans doute profondément entamé la croyance qui était attribuable à ce genre de principe. Oui. Et alors, comment expliquer que tout au long de ce XXe siècle, des idéologies comme le socialisme, le communisme ou encore plus tard le libéralisme aient trouvé leur place dans nos cœurs et dans nos esprits? Comment elles se sont, sur quel fondement elles se sont appuyées pour s'implanter, pour s'ancrer dans nos esprits, pardon. C'était un petit peu toujours le même principe et la même valence, si vous voulez. Ce sont des récits du temps qui narrent l'histoire, qui expliquent donc l'histoire
passé jusqu'au présent, qui permettent également une herméneutique du présent, qui permettent de le déchiffrer, de le décoder alors qu'il est singulièrement troublé, et qui par ailleurs ouvre sur un avenir. Et cet avenir, il est souvent de nature eschatologique. Et là, c'est à dessein que je reprends un concept religieux. L'eschatologie, eh bien, c'est l'apocalypse en bien, si vous voulez. Hein. C'est l'avènement du millénium, du bonheur humain, que promettent toutes ces idéologies. Le fascisme promet la grandeur et la gloire de l'Italie impériale restaurée. Le nazisme promet un empire colonial millénaire et la survie biologique éternelle de la race. Le stalinisme promet la puissance de la nation soviétique et l'extension de la révolution et le bonheur humain d'une société sans classe, etc. Et quant au libéralisme, ou plutôt à ces avatars contemporains que sont l'ultra, le néo, etc., ils promettent eux aussi, à leur manière, une forme d'eschatologie, alors peut-être plus humble et moins hantée sur le religieux qu'auparavant, mais tout de même, lorsque on a un libéral autoproclamé comme un actuel président de la République qui fait un livre en 2017 qui s'appelle Révolution, qui promet beaucoup de choses, et c'est assez parlant, je trouve. Ça l'est aussi quand, à un moment, des responsables politiques, un président notamment, estiment qu'il faut repenser le récit national, hein, et se demande à qui confier l'écriture de ce roman national. Je demanderai à 3 académiciens de s'entourer des meilleurs avis pour réécrire les programmes d'histoire, avec l'idée de les concevoir comme un récit national. À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois, et c'est Vercingétorix. Au moment où je suis français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français, et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça l'assimilation. François Fillon et Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que ça dit, Yohann Chapoutot, de nous, de l'état d'une société à un moment, quand on décide d'écrire ou de repenser le roman national ? Déjà, c'est très curieux d'observer ça avec un œil étranger ou à demi étranger. Moi, je suis historien de l'Allemagne, je m'intéresse beaucoup à l'Allemagne, je suis beaucoup leur actualité, notamment politique, et on est sidéré par la différence non seulement des contenus de discours politiques, mais également par la forme de l'échange politique qui n'est ni fondée sur l'invective, ni sur l'insulte, mais au contraire sur l'argumentation rationnelle pour construire une coalition parlementaire. Mais ça, c'est autre chose. Ce qui me frappe, moi, dans les propositions là, que l'on vient d'entendre, c'est que dans les deux cas, ces gens-là ont revendiqué ce qu'ils appellent le roman national. C'est intéressant, hein, ils ont revendiqué ce roman national de manière positive, alors que c'était un outil critique de la part des historiens depuis les années 80. Je pense à Mona Ozouf, je pense à Pierre Nora. Lorsque ces historiennes et historiens parlent de roman national, c'était un outil critique pour dire attention, il y a des fictions certes plaisantes, des mythologies peut-être nécessaires, mais ce ne sont que des fictions et des mythologies. Ce sont des romans au sens le plus péjoratif du terme, dans la bouche d'un historien. Et ce qui est très curieux, c'est que des gens comme Fillon, Sarkozy et d'autres, hein, qui sans doute ne savent pas très bien de quoi ils parlent, ont repris cette idée de roman national en disant il y a nation, il y a roman, deux termes positifs, allons-y et promouvons ce concept de manière améliorative. C'est toujours très amusant, je trouve. Invité jusqu'à 13h30, l'historien Yohann Chapoutot, à l'occasion de la parution de Le Grand Récit, introduction à l'histoire de notre temps. C'est aux Presses universitaires de France. France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert. Déclinisme, complotisme, bullshitisme, voilà ce que seraient peut-être les grands récits d'aujourd'hui. Mais est-ce des récits au rabais? Que nous disent de nous ces nouvelles fictions, Yohann Chapoutot? Vous publiez en parallèle un Que sais-je, parce que c'est 2 dates anniversaires, à la fois pour PUF, mais aussi pour la maison Que sais-je, hein, qui nous apprend avec beaucoup de pédagogie depuis longtemps quelques mots, temps, important de notre histoire et de notre récit collectif. Vous avez, pour que cette édition Que sais-je, pensé 100 mots de l'histoire. Et parmi ces 100 mots, il y a celui de fiction. Quelles sont les fictions contemporaines pour vous, Yohann Chapoutot, celles d'aujourd'hui? Alors ces récits du temps dont on se berce, ces appels de croyances que l'on constate, j'en dégage quelques-uns, mais c'est une liste
comment dire, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, hein. J'ai identifié par exemple l'illimitisme, c'est-à-dire cette croyance selon laquelle on peut conjurer les limites de notre géosystème par le caractère illimité de notre intelligence supposée, bien contestable d'ailleurs, vu ce qu'est l'espèce humaine, et par l'innovation. Donc l'illimitisme, c'est nier même que sky is the limit, hein, qui était le mantra des années ultralibérales dans les années 80. Là, sky n'est même plus the limit, hein, puisque... Le ciel n'est plus la limite. Voilà, puisque l'on va au-delà de la stratosphère, se promener pour faire du tourisme spatial, voire peut-être pour conquérir Mars, ce qui est une idée tout à fait brillante, hein, puisque l'idée étant de bousiller définitivement une planète qui est une des rares dans une distance considérable à pouvoir accueillir la vie. Au lieu de réparer la nôtre. Pour aller, préserver la nôtre. coloniser une planète totalement inhabitable. Donc il y a cet illimitisme-là qui est visible aussi dans le mantra de la croissance, hein. Il faut de la croissance, il faut que ça croisse, etc. Vous avez également le déclinisme, le messianisme et effectivement ce bullshitisme dont vous parliez. Ces grands récits, les grands récits qui seraient en voie de disparition, ils auraient laissé place à cette foule de nouvelles fictions. Comment expliquer cette fragmentation des récits aujourd'hui ? Alors ça, on a plutôt le sentiment qu'il y a une multitude de petits ou moyens récits qui s'imposent et plus de grands. je pense qu'il y a deux guides qui sont très précieux pour penser cela. D'abord Jean-François Lyotard, dont vous parliez, qui, dès la fin des années 1970, lui-même ancien militant de la cause révolutionnaire, avait diagnostiqué avec l'essoufflement du marxisme la fin d'un autre providentialisme. Le providentialisme chrétien était mort, le marxiste, lui aussi, était en train de s'essouffler avec les révélations à n'en plus finir sur le caractère concentrationnaire du goulag et sur les crimes du régime stalinien et des suivants. Donc il y a cette lecture-là de Jean-François Lyotard qui forge le terme de postmoderne, de postmodernisme, pour parler de cette modernité d'après qui ne se réfère plus à des grands récits. Et le deuxième guide, c'est un littéraire, un chercheur en littérature, c'est Christian Salmon, qui a écrit, bien entendu, nous le connaissons, Storytelling. Ouais. Mais alors, ce qui est remarquable avec Christian Salmon, c'est qu'il ne se contente pas d'avoir écrit un excellent livre dont le titre est devenu une référence et même un mot consacré. Il a ensuite pensé les limites de sa propre analyse dans un autre livre qui s'appelle Clash. Alors le titre, moi, m'avait un petit peu découragé, mais de fait, le livre vaut beaucoup mieux que le titre, et le titre, au fond, est pertinent, puisqu'il montre que nous sommes passés de l'ère du récit, du storytelling managérialisé, commercialisé pour les entreprises, etc., à quelque chose d'encore plus dégradé, qui est le clash permanent, c'est-à-dire l'affrontement, bref, tout ce qu'on ne fait pas à votre micro, mais que l'on fait beaucoup sur d'autres plateaux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il relie ce nouveau régime de discours très dégradé, très hectique, très fragmenté, à un système économique qui est celui non seulement de l'abstraction au degré 2, puisque c'est la finance désormais qui gouverne, c'est-à-dire non pas seulement l'économie réelle, ni même l'économie par action, mais les assurances sur les actions, c'est-à-dire la spéculation sur le cours des actions, donc des produits dérivés. Donc on est rentré dans une ère d'hyper-abstraction qui est en même temps une ère des échanges à la nanoseconde, où tout est fractionné, violent et parfaitement contradictoire d'une seconde sur l'autre. Et tout cela, cette technostructure, cette hyperstructure financière, a un écho, un reflet ou une traduction dans le régime de discours et d'échange. L'analyse de Salmon est magistrale. C'est vrai qu'on évoquait en ouverture ces récits ou notre besoin de récits. Aujourd'hui, on peut dire qu'il perdure totalement autrement avec ces besoins de story plutôt, comme on le voit sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, parce qu'il continue à y avoir des mini-récits, en tout cas, des récits qui se multiplient et qui se fragmentent et qui peut-être aussi nous fragmentent. Johan Chaputto, pour vous, tous ces récits ne sont que des ersatz un peu artificiels. Je crois qu'on le voit très bien dans ces réseaux sociaux que vous évoquiez, cette auto-mise en scène de soi pour se convaincre qu'on a une vie, en fait, ou qu'on a une existence, ou que l'on fait quelque chose, ou que l'on est quelque chose. Réseaux sociaux qui sont, avec cette mise en scène de soi, un peu la presse people du pauvre. On s'auto-peopleise par Instagram, Facebook, avec des photos bien choisies. Enfin, tout ça est assez pathétique. Et au fond, effectivement, ça traduit un doute profond contemporain sur
sur l'existence de l'individu, l'existence du sujet, qui ne parvient plus à se référer à quelque chose qui lui donne sens. Alors auparavant, il y avait la transcendance de Dieu, ensuite il y a eu la quasi-transcendance des grands récits, des grands discours, l'adhésion au peuple, à la race, au prolétariat, à la nation, N majuscule, etc. Et tout cela s'est également effiloché au fil du temps, de telle sorte que le référentiel devient un petit peu onaniste au fond, hein. C'est moi-même et moi, tel que je me mets en scène à travers des discours fragmentés et des fictions assez pathétiques. Alors ces nouveaux ismes qui fonctionnent aujourd'hui, c'est, et vous l'évoquiez, à la fois le déclinisme aussi, le complotisme. Qu'est-ce que ces types de récits disent de nous aujourd'hui ? Alors pour ce qui est du déclinisme, ça c'est lié à des spécificités nationales, je pense notamment aux États-Unis, hein, où ce déclinisme est très, très fort dans le discours républicain, enfin, ou post-républicain, c'est-à-dire trumpien, et en France, bien entendu, mais ça c'est une vieille et longue histoire. Et en fait, on peut corréler ce déclinisme aux États-Unis comme en France à l'avers de cette médaille, qui est au fond le messianisme. Voilà deux pays, la France et les États-Unis, qui se définissent comme des nations messianiques, parce qu'elles sont porteuses de valeurs universelles par leurs théories, par leurs idées, mais également par leur puissance militaire. Les États-Unis aujourd'hui, mais auparavant la France de la Révolution et de l'Empire, hein, qui avait conquis l'Europe, eh bien, ces deux nations-là, forcément, ont une telle ambition d'incarner l'idéal, d'incarner l'humanité et de promouvoir des idées universelles qu'elles ne sont jamais à la hauteur de leurs ambitions. Dès lors, le revers très mélancolique, voire dépressif de cette ambition idéale, eh bien, c'est le déclinisme qui est en France une vieille tradition depuis la Révolution française. Et ce qui est amusant de constater, c'est que c'est un héritage de notre culture romaine. Et c'est pour ça que j'ai assez longuement développé cette idée-là, qu'au 1er siècle avant et après Jésus-Christ, à Rome, qui est un petit peu l'acmé de l'Empire, si vous voulez, la construction augustaine de l'Empire, la construction trajanienne, etc. Au moment où l'Empire était au comble de son rayonnement, les historiens romains ne cessent de dire que c'est fichu, c'est foutu, c'était mieux avant, on dégénère, etc. Et en France, on a ce discours-là dans lequel on se complaît avec une forme de délectation morose, héritée directement de la contre-révolution, hein. Est-ce que l'écologisme fait partie de ces ismes contemporains, du contemporain ? Je me suis... Vous ne consacrez pas de chapitre. Mais je me suis posé la question, je me suis demandé s'il y avait un écologisme, à vrai dire. J'en suis pas certain. C'est pas le nouveau grand récit, l'écologie. Alors, on pourrait parler de l'effondrisme, par exemple, hein, qui est un récit qui commence à prendre. Mais encore une fois, j'essaie de me limiter aux discours les plus massivement répandus. Et l'effondrisme, ou le collapsologisme, si vous voulez, reste encore une forme de niche aujourd'hui. Voilà. Le remède pour vous, Yohann Chapoutot, c'est la littérature. Merci beaucoup. Le grand récit vient de paraître aux presses universitaires de France. Merci à vous d'être venus autour de cette grande table des idées. Merci à toute l'équipe, Lucas Brodionnier, Laura Dutèche-Pérez pour la grande table des idées, Oriane Delacroix avec Marie Fraboulet pour la grande table culture. C'était Thomas Bois à la réalisation, Jacques Hubert à la technique.